Le 28 octobre 2008, le premier centre Hyper U éco-commerçant de France, réalisé selon des critères de haute qualité environnementale, a ouvert ses portes aux Arcs. Laurent Gilliot, franchisé de l'enseigne Éléphant Bleu, a choisi ce site pour implanter une nouvelle station de lavage automobile équipée d'un système de recyclage des eaux. Dans le cadre de cette démarche, il s'engage à respecter l'environnement dans le processus de construction, de la maîtrise de l'énergie, du confort et de la qualité sanitaire du bâtiment. La démarche donc, de l'Hyper-U, sous norme de haute qualité environnementale, allait de pair avec notre système de lavage économiseur d'eau qui est reconnu par le ministère de l'écologie. Et nous avons aujourd'hui, dans un but de développement de clientèle, adjoint un portique de lavage automatique auquel nous avons bien sûr, du fait de sa consommation d'eau, adjoint un système de recyclage d'eau. Cette nouvelle station comporte 3 pistes de lavage haute pression, dont une aménagée pour les personnes handicapées. Quelle que soit la position, quand même basée sur le côté écologique et reconnu, comme je disais précédemment, par le ministère de l'écologie, tout passe en fait par la consommation qui est de 8 litres par minute, puisqu'un lavage de véhicule, il faut environ 60 litres pour laver un véhicule. Donc ça se passe bien entendu par une buse qui est ici, et cette buse haute pression fait cette consommation dont je vous parlais précédemment. Afin de satisfaire une autre clientèle, un portique automatique équipé d'un système de rouleau anti-rayures a été mis en place. Ici on est dans le lavage automatique. L'inconvénient de ce système-là est sa consommation d'eau, puisqu'il faut, contrairement au système haute pression, environ 60 litres, et par rapport à celui-là où il faut entre 200 et 220 litres d'eau. L'eau de lavage est récupérée dans la fosse à boue qui retient les huiles lourdes et passe ensuite dans un séparateur d'hydrocarbures qui permet de retenir les huiles légères. La sortie de ce séparateur hydrocarbures, de verser les eaux dans une première cuve de 10 mètres cubes qui va avoir une première décantation, puis le surplus de cette première cuve va dans une deuxième cuve pour continuer la décantation. Et c'est à partir de cette deuxième cuve-là qu'on va pomper cette eau encore sale, bien entendu, dans notre système de filtration. Cette filtration qui prend quand même un certain temps et qui n'est pas un débit instantané est obligée de passer par une troisième cuve de stockage d'eau propre. Et c'est cette eau propre qui va être utilisée dans notre système de lavage. Le système de recyclage est en fait la récupération de toutes les eaux de la station qui passe par un système qui est un brevet américain, un système américain, et qui va me permettre de régénérer 12 mètres cubes d'eau par jour. Donc il va couvrir environ 60% de ma consommation normalement annuelle grâce à ce système-là, ce qui est très très intéressant. L'eau est réinjectée dans le circuit après une dernière étape de purification bactériologique à l'ozone afin de prévenir tout risque de légionellose. Cela fait partie des critères de qualité sanitaire mis en place par la démarche HQE. La campagne de communication d'Éléphant Bleu a été depuis toujours d'attirer les personnes qui lavent leurs véhicules à leur domicile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moitié des véhicules sont lavés à la maison, chose qui est normalement interdite par une loi qui existe depuis longtemps mais qui n'est pas facile à mettre en application. Le but premier est de responsabiliser les gens afin qu'ils évitent d'être des pollueurs sans le savoir parfois d'ailleurs. Au niveau des stades, nous avons à gérer 9 stades pelousés sur l'ensemble de la communauté d'agglomération, sur les 16 communes de la CAD. Et bien évidemment, le gazon est une matière vivante qui demande beaucoup d'eau. Et c'est comme à la maison, quoi. Si on ne fait pas attention, on peut en mettre trop peu, ce qui est assez rare, mais on peut en mettre souvent bien de trop par rapport à ce dont a besoin la plante. Récemment, la communauté d'agglomération dracénoise a mis en place un système d'arrosage innovant avec gestion centralisée. Ce système prend en compte les variations météorologiques et gère à distance l'arrosage en fonction du bilan hydrique quotidien. Ces installations d'arrosage automatique intégrées aux pelouses permettent de réaliser d'importantes économies d'eau. Sous le gazon, on s'imagine une réserve utile d'eau
qui est pompé par la plante et qui le rejette dans l'atmosphère. On appelle ça l'évapotranspiration potentielle. Suite à ça, il y a un apport d'eau qui se fait par l'arrosage, en millimètres aussi, et un apport d'eau qui est fait par la pluviométrie. Le bilan hydrique, c'est au quotidien, la machine calcule l'évapotranspiration qui est en moins de la réserve utile et le plus qui est apporté par l'arrosage et par la pluviométrie. Et en fonction de ça, elle détermine le bilan hydrique quotidien. En fonction de ce bilan hydrique, si un arrosage est prévu dans les 24 heures à venir, la machine détermine un coefficient d'arrosage par rapport à des données qui ont été préétablies fixes. Et tout l'intérêt de ce logiciel, c'est de pouvoir dire je vais arroser dans 2 ou 3 jours, donc je vais pouvoir déterminer un coefficient d'autant plus serré, d'autant plus intéressant, et on n'apportera que ce dont a besoin la plante. La gestion se fait à distance depuis un poste informatique relié à Internet. Des programmateurs placés sur chacun des sites transmettent les données via le réseau GSM. Ils fournissent également des informations complémentaires telles que le débit d'eau et permettent de signaler toute anomalie de fuite sur les réseaux. Avec ce procédé de gestion raisonnée de l'eau, on réalise une économie sur la ressource de 30% par rapport à l'arrosage automatique classique. Draguignan gère au total 16 stades sur les communes. Ces stades se déclinaient jusqu'à pas si longtemps en 2 appellations, les pelouses, comme on vient de le voir, et les stabilisés. Le stabilisé étant une surface de terre battue, on va dire. Donc quand il s'agit de remettre en état principalement les terrains en terre battue, le choix qui se posait à nous était est-ce qu'on les transforme en pelouse ou est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions innovantes. Et donc en 1998, la ville de Draguignan a été la première en France d'ailleurs à mener à bien un projet de mise en synthétique d'un terrain. L'évolution du gazon synthétique dans sa 3e génération permet un confort de jeu optimal. Les fibres synthétiques sont cousues sur un tapis de sol recouvert de sable qui permet de stabiliser l'ensemble. La partie supérieure est garnie de microbilles de caoutchouc issues de pneus recyclés qui amènent une certaine souplesse au terrain. Dans la perspective d'évolution et d'amélioration liée à la préservation de la ressource en eau, la tendance est au synthétique pour la rénovation et la réalisation de nouveaux complexes. Sur les terrains d'honneur, le gazon naturel est préservé pour l'espace de jeu, tandis que le synthétique trouve sa place sur les abords des pelouses. Merci, bonjour à tous et bienvenue au nom du lycée du Val d'Argent et de l'association MODE. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet amphithéâtre pour ce débat. Je me présente, Florent Jaïno, éco-délégué et élève de première. Je serai votre animateur pour ce débat. Je laisse entrer petit à petit nos intervenants qui, après un premier tour de table, vous laisseront la parole, que ce soit par le chat sur Internet ou avec vos questions dans la salle. Donc voilà. Vous aurez donc l'occasion de poser vos questions. Je vais donc commencer par vous, Monsieur Tapoul. Bienvenue. Est-ce que peut-être vous pourriez vous présenter, nous expliquer un peu votre fonction ? Voilà, ça marche. Bonjour, je m'appelle donc Jean-François Tapoul. Mon métier est hydrogéologue, c'est-à-dire que je suis le chercheur d'eau des temps modernes. J'ai contribué à la réalisation de nombreux forages sur la Dracénie à une époque. Actuellement, je suis le chef de service de l'eau et de l'assainissement à la direction de l'environnement au Conseil général du Var. Bien. Puisque vous êtes hydrogéologue, excusez-moi, peut-être pouvez-vous nous expliquer comment se caractérise la ressource eau en Dracénie ? Eh bien, en Dracénie, on va dire la Dracénie au sens large, en incluant la zone du Muy, on peut convenir que c'est une eau tout à fait locale qui nous vient essentiellement soit des terrains qui sont situés sous nos pieds, soit qui est importée du département. Je pense notamment au lac de Saint-Cassien,
qui a été réalisée après la catastrophe de Malpasset et dont une partie de son eau est transportée par canalisation jusqu'au SEV, qui est le syndicat qui gère dans la région du Muy l'eau, et la met à disposition donc de la population. Alors cette eau locale, je vous l'ai dit, elle provient essentiellement des terrains qui sont situés sous nos pieds, mais elle provient essentiellement aussi des précipitations qui descendent et du ciel, et donc qui s'accumulent. Une partie de cette eau ruisselle, une autre partie, on l'a vu dans le film, c'est l'évapotranspiration, et puis une partie donc percole, descend des terrains et se retrouve ainsi prisonnière. C'est la ressource en eau souterraine que nous exploitons, par forage essentiellement. Bien, merci. Nous aurons l'occasion de revenir plus tard à vous. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Gilliot. Vous êtes franchisé de l'enseigne Éléphant Bleu. On a eu l'occasion de vous voir dans le reportage. Peut-être pouvez-vous nous dresser déjà un premier bilan du démarrage de la station ? Bien bon, bonjour à tous. En effet, donc il y a une première année d'exploitation qui vient de se terminer. J'avais un petit peu oublié mon film d'ailleurs, donc j'avais préparé quelques notes, mais je ne vais pas vous répéter la même chose. Sauf que j'ai un petit peu plus de précision concernant le recyclage, qui reste quand même dans notre métier une partie qui est toujours en cours de développement. Et c'est vrai que je me basais lors du reportage dans des chiffres qui étaient un petit peu trop optimistes, et on a rencontré malheureusement des problèmes techniques, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il faut un petit peu préciser les choses, qui fait qu'on n'utilise que l'eau recyclée uniquement sur le portique de lavage, qui est un gros consommateur d'eau, comme je le disais dans le reportage. J'ai rencontré ce matin encore, comme quoi c'est un produit qui évolue sans arrêt, j'ai rencontré une entreprise française qui me proposait des bactéries, en fait, des enzymes qui vont me permettre de traiter l'eau en amont de mon système de recyclage, qui permettront d'améliorer la qualité de l'eau pour pouvoir obtenir, comme je le disais, une utilisation dans 60% donc de l'utilisation d'eau du centre de lavage. Voilà, je n'ai rien de plus à ajouter pour l'instant. Bien écoutez, on reviendra de toute façon avec vous avec les questions au public. Je vais donc me tourner aussi une troisième fois vers Madame Leto. Vous êtes donc adjointe à l'environnement de la mairie de Roquebrune-sur-Argens. Pouvez-vous nous expliquer un peu les dispositifs mis à l'échelle de votre commune ? Oui, alors donc en effet, je m'appelle Michel Leto et je remplace donc le maire Luc Jouze qui est pris par d'autres obligations. Je suis en effet adjointe, j'ai été adjointe à l'environnement, mais du fait, j'allais dire, du mariage de la commune de Puget avec Roquebrune-sur-Argens, l'environnement est devenu une discipline, si vous voulez, un peu intercommunautaire. Et donc je suis toujours adjointe, mais également conseillère communautaire. Voilà. Alors, nous, ce qui nous a intéressés, c'est que déjà, on est dans une politique dynamique pour l'énergie, pour le développement durable, et que la région a déjà récompensé donc la commune de Roquebrune en ce sens. Par contre, nous avons enclenché une nouvelle dynamique, c'est donc d'économiser l'eau à la source. Alors, il y a 3 impacts que nous avons développés sur la commune de Roquebrune. Déjà, premier impact, c'est la mise en circuit fermé des fontaines, qui semble primordial et tout à fait symbolique. Donc il y a, disons, plusieurs tranches qui sont programmées. Ensuite, le deuxième grand impact, c'est l'arrosage des plantations et des espaces verts. Et enfin, le troisième grand sujet, c'est d'agir sur la consommation d'eau dans les bâtiments publics, notamment par des réducteurs, j'allais dire, de débit. Voilà, ma foi, on pourra peut-être détailler ça tout à l'heure, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Je pense qu'on va pouvoir détailler, peut-être nous allons pouvoir passer aux premières questions du public. Si vous avez donc des questions, c'est à vous de profiter de ce moment-là. C'est à vous. Ou peut-être, voilà, au fond peut-être ? Oui, je voulais juste poser une question par rapport à la gestion de l'eau. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une des premières choses à faire, c'est que l'eau ne soit pas un marché et qu'elle soit régie par les municipalités ? Alors je crois que c'était peut-être plus à moi répondre. Nous, on a une délégation de services publics pour l'eau, c'est Veolia qui a le marché donc de l'eau destinée à la consommation humaine. Est-ce que
la première chose à faire, ça serait que les citoyens s'accaparent, en fait, comme on disait ce matin, les besoins vitaux comme l'eau ou la nourriture, et que ce ne soit pas des multinationales qui gèrent ce besoin vital, mais plutôt les citoyens. Et on pourrait faire et à la fois des économies, parce que les citoyens paieraient moins, et à la fois on aurait une vue directe sur cet élément vital, puisque les citoyens seraient à la tête de cette gestion. Oui, mais bon, l'eau c'est une chose si vous voulez, mais elle doit subir quand même des traitements. Donc il y a des phases de traitement, si vous voulez, pour rendre l'eau déjà destinée potable, et d'autre part pour assurer la pérennité au niveau des réseaux. Donc il y a quand même tout un système d'analyse, et je vois mal, je pense, une municipalité, enfin tout au moins en ce qui nous concerne, assurer cette gestion et toutes ces analyses. Mais vous savez que l'eau, donc il y a des analyses qui sont faites régulièrement de par la DAS. Peut-être M. Tapoul peut rajouter... Oui, il y a plusieurs formules, je dirais, qui sont à la portée des communes pour gérer l'eau potable. La première, c'est ce que vous appelez la régie, c'est ce dont vous parlez. Certaines communes du département sont en régie. Ce sont souvent, la plupart du temps, des petites communes, des communes qui ne sont pas très développées. Lorsque on a affaire à des entités plus importantes, très souvent les communes butent sur des soucis de fonctionnement de réseau, des soucis de réhabilitation de réseau, et très souvent le font appel à un fermier, une délégation de service public, tout en ayant un regard sur cette ressource qui reste la sienne. Enfin, il y a la concession. La concession, c'est une autre forme de délégation, mais là, il y a une mainmise de la part du concessionnaire sur la ressource. Donc actuellement, Madame Le Thau, vous expliquez que la plupart des communes du Var, et c'est la vérité, la plupart des communes du Var sont affermées. Alors, elles sont affermées à des groupes, effectivement, vous avez raison, c'est des grands groupes, mais on se retrouve essentiellement sur des groupes sur lesquels, quand même, la commune, la municipalité a une vision qui est importante. Bien, nous avons une question d'un téléspectateur en streaming. Depuis le MUI, Vincent pose la question suivante. Que pensez-vous de la consommation d'eau sur les différents terrains de golf de la région? Et ces terrains de golf ne bénéficient-ils pas de passe-droit? Peut-être Monsieur Tapoul? Volontiers. Nous avons réalisé dans les années 2006 un schéma départemental de la ressource en eau au niveau du Conseil général. Et nous avons été surpris par le bilan que nous avons fait, le diagnostic. Nous nous sommes rendus compte que ces golfs dont on parle tant, et qui sont assez nombreux dans le Var, n'avaient pas en volume annuel de consommation d'eau une consommation aussi importante que ce qu'on le pensait. Par contre, dans notre bilan, on s'est rendu compte qu'effectivement, au niveau de certaines communes du Var, la problématique de la réhabilitation et du rendement des réseaux, on appelle rendement des réseaux, le pourcentage d'eau qui arrive au robinet et qui est payé donc par rapport au pourcentage d'eau que l'on prélève dans la nature, on avait des rendements qui étaient de moitié de ce qui devait être. C'est-à-dire que, par exemple, on se retrouvait avec un pompage de 100 litres et une distribution de 50 litres. C'est-à-dire qu'il y avait des fuites dans les réseaux qui pouvaient atteindre 50% de ce que l'on pompait. Donc, on peut dire que, d'une part, l'eau des golfs est aussi en gestion raisonnée dans le Var. Dans les périodes de difficulté, de sécheresse, c'est essentiellement ce qu'on appelle les greens qui sont arrosés. Le reste est laissé en sécheresse. Et le volume qui est consommé n'est pas forcément aussi important que ce qu'on le pensait. Bien, merci M. Tapoul. Je vais peut-être me tourner maintenant vers la salle parce que je crois que nous avons une question. Si, là-bas. Est-ce que le fait d'avoir une population plus dense, est-ce que ça peut affecter la consommation de l'eau? Peut-être. Et pourquoi
Oui. En ce qui concerne la population, effectivement, dans le Var, nous avons une population qui se multiplie par 5 en période estivale, notamment sur la côte. Et effectivement, dans ces moments-là, la pointe de consommation est très importante. Combinée à des périodes de sécheresse, puisque c'est en juin, juillet, août que viennent nos estivants, la demande est très forte et le stress sur le milieu peut être important. Si on y rajoute en plus des incendies, on s'aperçoit vite qu'on peut arriver dans des difficultés qui sont majeures. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à ce sujet, notre schéma départemental de la ressource en eau a prévu pour dans 10 ans, et nous aurons effectivement une nouvelle ressource qui nous viendra de l'extérieur du département, qui est la liaison Verdon-Saint-Cassien. Nous allons mettre en action pour la partie est du Var et la Dracénie une canalisation qui va longer l'autoroute depuis Saint-Maximin jusqu'au Muy, une canalisation d'1 mètre de diamètre, qui va apporter 1 mètre cube d'eau, 1000 litres à la seconde d'eau, pour pouvoir, en période estivale, assumer les besoins de la population. Bien, merci. Je vais me tourner maintenant vers le chat, puisque nous avons une question. Et Monsieur Despons voudrait savoir si les forages personnels vont être taxés dans l'avenir. Peut-être plus Madame Leto. Je pense qu'il y a une réglementation maintenant. En effet, je crois que la mairie doit donner son autorisation systématiquement pour tout forage. Je crois, sous toute réserve, il faudrait peut-être vérifier quand même exactement. Écoutez, c'est vous la politique. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose? Oui, en ce qui concerne les forages privés sont qualifiés de forages domestiques lorsqu'ils ont un volume de prélèvement qui est inférieur à 1000 mètres cubes par an. Et effectivement, ces forages doivent être déclarés à la fois en mairie et à la fois au service de l'État, où ils sont répertoriés. Alors 1000 mètres cubes par an, ça correspond à 3 mètres cubes par jour, grosso modo. Ça correspond à 1 heure de pompage sur le forage. Un forage, c'est indispensable lorsqu'il n'y a pas l'eau potable qui arrive par le réseau à la maison. Et souvent, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'utilise pas ces forages d'une manière débridée. On est souvent très soucieux du lendemain parce qu'on n'a que cette ressource et on ne l'utilise pas forcément d'une manière trop conséquente. Mais la limite donc qui fait que le forage reste dans le domestique et n'est pas taxé, c'est 1000 mètres cubes an. Bien, écoutez, je vais peut-être me tourner vers le public pour une autre question. Oui, bonjour, Monsieur Grasso, je travaille à la mairie de Roquebrune, mais j'ai une question d'ordre plus général à poser. Au vu du développement de la population ces dernières années dans notre département, est-ce qu'il y a des projections qui sont faites pour savoir jusqu'à quand on va pouvoir accueillir cet afflux de population en tenant compte des réserves qu'on a au niveau de l'eau? Est-ce que c'est des choses qui ont été calculées, envisagées, ou est-ce qu'on va continuer à se développer les transports, développer les habitations? On risque un jour peut-être d'être dans une situation de crise au niveau de l'eau. C'est peut-être ça le développement durable aussi. Peut-être Madame Leto. Bon, je pense que déjà, il y a quand même des réserves qui sont relativement suffisantes, parce qu'en été, je pense qu'il y a des réservoirs qui sont mis, disons, un petit peu en surconsommation. Bon, c'est sûr que pendant l'hiver, on se retrouve avec un débit relativement faible. Et vous le savez, l'été, parfois, il y a des purges de réservoirs qui doivent se faire, si vous voulez. Et souvent, il y a des petits problèmes, disons, au niveau de l'apport de l'eau. Si vous voulez, l'eau est trouble pendant quelques temps et on dit toujours aux personnes, essayez de faire couler l'eau pendant une demi-heure et après, donc, tout se résorbe. Parce que c'est sûr qu'on passe d'un débit à relativement faible l'hiver et à beaucoup plus fort l'été. Vous le savez, rien que sur le premier pôle des Issambes, on passe à peu près de 2 ou 3 000 habitants à facilement 50 ou 60 000, donc en plein été. Mais je ne pense pas, il y a l'eau quand même du canal de Provence, donc je ne pense pas qu'on arrive quand même en période de crise, tout au moins dans un temps relativement proche. Eh bien écoutez, merci Madame Leto. Nous avons une question Internet. Une question Internet pour Monsieur Tapoul. Pouvez-vous nous parler de l'état de nos réserves naturelles à ce jour?
et vos prévisions pour cet été? Alors, nous sommes tout à fait optimistes. Chacun d'entre vous l'a vu, il n'arrête pas de pleuvoir. Et l'année 2009 a été une année d'excédent en eau. Habituellement, suivant l'altitude sur le département, il tombe entre 500 mm et 800 mm d'eau à l'année. Seul 20% de cette eau va pouvoir percoler dans le sol pour arriver dans les ressources souterraines. Le reste ruisselle et part à la mer. Ça n'est pas perdu, la mer en bénéficie, et il y a toujours des milieux qui en ont besoin. Mais cette année, en 2009, nous avons eu plus de 1000 mm dans des secteurs comme Vidauban ou le Luc, donc un excédent très important. Ce qui est une bonne chose parce que nous avons vécu une période de sécheresse cumulée très forte entre les années 2002 et 2006, une période de sécheresse qui a duré quasiment 4 années, qui se sont succédées, et il est bon que nos réserves refassent le plein correctement. Écoutez, encore merci. Une autre question Internet. Oui, pour Monsieur Gilliot, la fréquentation de la station L'Éléphant Bleu, avez-vous remarqué un accroissement de cette fréquentation et quelles conclusions en tirez-vous? Concernant l'accroissement, c'était un centre qui est parti de zéro puisque c'est un centre neuf. Donc on a suivi en fait l'évolution de fréquentation de notre locomotive qui est en fait le centre commercial. Oui, il y a une progression régulière qui était même un petit peu au-dessus de nos prévisions budgétaires. Je pense que l'impact, on communique beaucoup nous localement sur le recyclage d'eau, en expliquant aux gens et en les responsabilisant. Ils y sont plus sensibles bien sûr dans les périodes estivales qu'hivernales. Voilà, c'est une évolution normale pour mon entreprise et moi je vais évoluer techniquement aussi en fonction de ce qu'on m'amènera. Voilà. Bien, écoutez, merci. Je ne sais pas si on a d'autres questions dans la salle. Sinon, pour rester pour Monsieur Gilliot, j'aurais une question. Moi, j'ai toujours lavé ma voiture comme on faisait avant dans le jardin avec le tuyau. Finalement, moi, en tant que consommateur et pour la planète, quel serait pour moi l'intérêt de venir dans votre station finalement? Alors, si vous me parlez sur ce sujet très sensible, que je parlais bien sûr dans le reportage télévision, il faut savoir que donc il y a toujours aujourd'hui la dernière étude là, que j'ai dans les mains qui date de 2006. Où il y a 50% donc des gens qui lavent encore leur véhicule à la maison, et c'est une énorme erreur. Il faut savoir que ça représente des millions de mètres cubes d'eau, environ 20 millions de mètres cubes d'eau qui sont jetés n'importe où. Mais ce qui est encore plus important, c'est quand vous lavez votre véhicule à la maison, non seulement vous utilisez plus d'eau que dans un lavage professionnel, mais c'est surtout parce que vous polluez la nature. Puisque même si vous dites que c'est la pluie qui vous lave votre véhicule, il faut savoir que tous les résidus, les polluants qui sont sur votre véhicule tombent dans le sol et vous êtes à ce moment-là un pollueur occasionnel. Alors il existe même une loi, comme je le disais, mais bon, on va éviter ce sujet-là. Mais je pense qu'un geste écologique passerait déjà, bien sûr ça favorise les gens comme moi qui ont ce métier-là dans le lavage automobile, mais on ne se rend pas compte, on est à la maison, on se dit ouais, je peux payer mon eau donc je peux le faire, c'est plus pratique. Voilà, bon, moi j'ai des petites anecdotes où ce sont les maris qui se font disputer par leurs épouses parce qu'ils mettent du savon partout dans le jardin. Bon, ça c'est une chose, mais je pense que c'est important de penser qu'un geste, quand on jette par terre, ça tombe dans la nappe phréatique et quelque part c'est l'eau qu'on doit boire demain. Bien, écoutez, merci. Nous avons une autre question de chat. Oui, une question pour Madame Leteau. Qui a évoqué tout à l'heure les dispositifs mis en place par la mairie de Roquebrune et sur lesquels on souhaiterait obtenir des détails. Voilà, alors les 3 dispositifs mis en place, et donc la mise en circuit fermé des fontaines. Alors c'est sûr, c'est un acte symbolique. Ne plus faire du tout marcher une fontaine en Provence, au point de vue touristique, c'est pas très valorisant. Donc, on a mis donc nos fontaines en circuit fermé. Tout au moins, il y en a eu 3 qui ont été mis en 2009. Puis après, il y en a 3 qui sont prévus en 2010. Puis encore... Ah oui, on m'entend pas bien. Et 3 autres après, donc en 2011. Voilà. Et donc, grâce à ce dispositif, il faut savoir que pour 3 fontaines donc équipées en circuit fermé, 1400 mètres cubes d'eau sont économisés chaque année. Donc, ce qui n'est pas négligeable.
Ensuite, il y a l'arrosage des plantations et des espaces verts. On a programmé ça en circuit court et la nuit, toujours pour limiter l'évaporation. On a un système d'arrosage en goutte à goutte pour l'ensemble de nos massifs. Alors la pelouse, le joli green là, anglo-saxon, il est abandonné. On privilégie maintenant les prairies rustiques à base de, si vous voulez, de pouzzolane. La pouzzolane, c'est une roche volcanique. Ça retient l'humidité et bien entendu, en plus, ça limite les traitements phytosanitaires. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on aime beaucoup planter des plantes xérophiles, c'est-à-dire qui aiment la sécheresse. Le troisième point, on a agi sur la consommation d'eau dans les bâtiments publics. Et si vous voulez, étant donné qu'à Roquebrune, à la limite, c'est pratiquement 3 villes, parce qu'on a une commune tricéphale, il y a 3 pôles, il y a la Bouvrie, il y a le village et les Issambres. Donc, tout est multiplié par 3, il y a même 4 mairies maintenant, donc il faut absolument employer donc, le système de réducteur de débit qui modifie considérablement, ça diminue énormément la consommation, et d'autre part, ça ne modifie absolument pas le confort. Par exemple, on a mis en 2009 toutes les douches et les points d'eau des plages, ils sont équipés de réducteurs de débit, et ça représente quand même une économie de 9000 m3 par an. Donc, c'est conséquent. D'autre part, cette initiative a valu à la ville de Roquebrune un reportage dans l'émission de télévision C'est ma terre, qui a été diffusé sur TF1 cet été à une heure de très grande écoute. Et ultérieurement, on a même prévu l'affichage de toutes ces consommations d'eau dans les bâtiments, donc équipés de systèmes de réduction d'eau. Voilà donc ces 3 impacts. Merci beaucoup, Madame Letto. Je vais peut-être me tourner vers la salle parce que je crois que nous avons une autre question. Bonjour. Je voulais savoir en moyenne quelle était la consommation en mètres cubes d'eau d'une piscine. Tout dépend de sa grandeur, tout dépend de sa taille et de sa grandeur, mais d'une manière générale, actuellement, avec les produits qui sont utilisés, une piscine n'est recyclée que tous les 3 ou 4 ans. Hein. Le reste du temps, c'est l'eau de l'année d'avant qui est à l'intérieur. Donc on va dire de 60 à 80 mètres cubes pour une piscine. Voilà, c'est à peu près l'eau qui est utilisée, mais je vous le dis, ça représente 20 mètres cubes par an si on la vidange tous les 4 ou 5 ans. Par contre, les consommations varient beaucoup. Les consommations humaines varient beaucoup d'un point à un autre. Au niveau national, on part sur des bases de 150 litres par jour par habitant. On se rend compte que lorsque tout besoin confondu, on les chiffre au niveau communal, elles sont en moyenne sur le Var de 270 litres par jour par habitant. Alors ça tient compte des arrosages naturellement publics, ça tient compte de l'arrosage de la rue, de tous les besoins qui sont liés à la population, mais on se rend compte aussi qu'on arrive dans certains points du département, sur certaines communes que je ne nommerai pas, à dépasser les 400 litres jour par habitant. À titre juste d'exemple, sachez qu'à Las Vegas, c'est entre 800 et 1000 litres jour par habitant qui sont consommés. Eh bien, écoutez, merci. Je vais me retourner vers la salle ou par le chat si vous avez des questions. Oui, au chat. Depuis les Arcs, une question sur la gestion de l'eau qui est confiée à une grande entreprise telle Veolia. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas entre Veolia et les communes une histoire d'intérêt dans ce système de gestion? Non, mais il y a toujours à la base un marché d'appel d'offres. Et c'est obligatoire donc pour une collectivité. Et donc la commune doit donner, j'allais dire, le marché au mieux 10 ans. Voilà, donc on doit être le meilleur et le moins cher donc pour emporter le marché. Bien, je vais peut-être rester sur Madame Letto parce que vous avez le micro. Vous avez posé une question puisque vous avez parlé un peu des actions mises en valeur, des 3 actions que vous avez fait dans notre mairie. Est-ce que finalement vous arrivez avec ce projet de réduction de l'eau à fédérer serait-ce que l'entreprise, les artisans de votre commune? On essaye le plus possible. Le public aussi, on essaye de les motiver. On fait au mieux pour l'instant. Mais je pense que la commune, en effet, c'est bien qu'une commune soit un petit peu un moteur, disons une locomotive pour entraîner un peu tous ses administrés. Bien, et nous avons une autre question Internet. Une personne des Arcs qui voudrait savoir si des aides peuvent être étudiées pour les particuliers qui installent des cuves à récupération d'eau de pluie. Peut-être Madame Letto, Monsieur Tapoul. Non.
Eh bien, écoutez, Oui, c'est vrai, pour arroser le jardin, c'est pas plus mal. Hein. Parce qu'il y a aussi la séparation, mettre des compteurs verts aussi. Donc, qui ont certains avantages quand même, parce que, bon, on n'utilise pas de l'eau destinée de l'eau potable, qui subit donc plusieurs traitements et qui coûte quand même cher. C'est un petit peu idiot, après, de le mettre dans le jardin et sur des pelouses. donc actuellement, vous ne connaissez pas d'aide fait exceptionnellement Pour les compteurs verts, je pense, vous avez pas? Non, même pas. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on aura répondu à la question. Peut-être une autre question dans la salle. Ah, peut-être non. Si, Monsieur Tapoul, rajoutez quelque chose? Oui, à ma connaissance, il n'y a pas d'aide sur les compteurs verts et pas d'aide sur les cuves de récupération d'eau de pluie. Il faut savoir que chez nous, quand même, lorsqu'il pleut très fort, énormément, puis il ne pleut plus de quelque temps. Donc les cuves de récupération d'eau de pluie sont souvent trop petites pour la pluie qui vient à tomber lorsqu'elle tombe, parce qu'elle est très brutale et en grosse quantité. Et très souvent, les périodes de sécheresse ou de soleil sont après très grandes et elles n'ont pas le volume nécessaire pour éponger cette période de sécheresse. Nous sommes dans une zone où la récupération de l'eau de pluie par des cuves est difficile pour pouvoir économiser. Par contre, dans des pays, dans des zones plus au nord, comme les régions de Lyon ou autres, il y pleut d'une manière quasi hebdomadaire, ce qui permet comme ça d'avoir une récupération d'eau de pluie à disposition plus facile, avec des volumes qui sont plus facilement réutilisables. Merci Monsieur Tapoul. Nous avons une question dans la salle. Oui, bonjour. Donc Olivier Hazan, professeur d'SVT et coordonnateur de l'Agenda 21 au lycée du Val d'Argent. Alors, concernant les cuves de récupération d'eau de pluie, il en existe avec de très forts volumes et des systèmes de filtration intégrés. Donc, on peut garder l'eau, normalement, un certain temps. Et on peut l'utiliser dans des usages ménagers, tels le lavage du linge, le lavage de la vaisselle et bien sûr l'arrosage. Donc, il me semble qu'il y a des crédits d'impôt là-dessus, sur les installations. Voilà, donc un crédit d'impôt, quelque part, c'est une aide. C'est-à-dire que ce n'est pas un chèque qu'on fait en avance, mais c'est quelque chose qu'on récupère quand on fait l'investissement. Donc il y a quand même des aides de l'État de cette manière-là. Alors sinon, je voulais demander à Mme Leteau, l'organisation tricéphale de Roquebrune-sur-Argent et l'urbanisation que ça suppose, finalement, est-ce que ce n'est pas très coûteux en termes d'infrastructures qui amènent l'eau jusque dans tous les foyers et qui la récupèrent via le système d'égout? Parce qu'on sait aujourd'hui maintenant que l'urbanisation durable nécessite une concentration d'habitation et éventuellement une ceinture verte autour. Donc cette organisation-là, bon, vous dites que vous faites des efforts, je vous loue là-dessus, mais est-ce que ce ne sont pas des rustines face à l'urbanisation sauvage qu'a peut-être subi votre commune sur ces 3 pôles? Merci. Qu'est-ce que vous appelez urbanisation sauvage? Alors sauvage, je vais m'expliquer, c'est-à-dire que la population a doublé. On le sait dans le Var en 10 ans, donc cette urbanisation, il a bien fallu qu'elle ait lieu. Est-ce que vous avez développé je sais pas moi, des bâtiments HQE? Est-ce que vous avez pensé à tout ça, ou est-ce qu'il y a eu une espèce d'essaimage urbain comme ça sur ces 3 pôles? Oui, alors vous me dites sauvage là, était un petit peu exagéré, oui, j'en voilà, conviens. tout à fait. Donc des bâtiments HQE, on a en vue de réhabiliter ce que l'on appelle la ferme dite de Carpentras dans le vallon de la Gaillarde. Je ne sais pas si vous connaissez le vallon de la Gaillarde. C'est en effet une ruine qu'on a achetée à la ville de Carpentras, qui ne leur servait plus, et qui va se trouver pratiquement en plein territoire du Conservatoire du Littoral. Parce qu'on est en train de rétrocéder. Donc la commune avait déjà rétrocédé 500 hectares au Conservatoire du Littoral. Là, il y a une DUP, on est en pleine enquête parcellaire et le Conservatoire du Littoral va racheter 300 hectares. Et il y a cette ruine au milieu. Donc vous savez qu'avec le Conservatoire du Littoral, on a le droit de absolument rien faire, sauf refaire l'existant. Donc cette ferme va être réhabilitée et on va en effet mettre un bâtiment HQE, c'est-à-dire qu'on va faire attention, on va éviter la climatisation, on va plutôt développer, si vous voulez, des systèmes qui font que l'hiver, le soleil pénètre dans la bâtisse et que l'été, il y a une casquette en bois, quelque chose qui vous protège et qui empêche le soleil de rentrer. Donc là, on va en effet développer
certainement un bâtiment HQE. Voilà, mais ça, c'est un projet qui est pratiquement 2011. Parce que vous savez que les marchés d'appel d'offres, les études, c'est très long. Comme le dit le maire de Roquebrune-sur-Argent, l'administration se hâte lentement. Bien, merci Madame Leto. Nous avons une autre question via le chat. Depuis le MUI, pour Monsieur Gilliot, est-ce que vous pourriez nous donner des détails sur la démarche HQE concernant votre entreprise ? La démarche HQE, elle a été en fait imposée sur le permis de construire, puisque suite à des problèmes d'alimentation d'eau de la commune des Arcs il y a quelques années, le maire a décidé donc d'imposer un système de recyclage d'eau, sans heureusement en donner des quantités précises, mais qui est un système de recyclage d'eau sur mon centre de lavage. Voilà, moi, l'engagement HQE, sachant que c'est pas du tout une obligation dans notre métier aujourd'hui, quel que soit l'endroit en France, et je fais partie un peu des précurseurs, même en France, dans cette installation. Merci, je vais me retourner vers la salle. Si vous avez d'autres questions, c'est à vous. Alors je vais peut-être me retourner vers Monsieur Leto, puisque nous n'avons pas, Monsieur Tapoul, puisque nous n'avons pas d'autres questions dans la salle. Je voudrais savoir, dans votre travail, finalement, vous nous avez beaucoup parlé que vous connaissez l'eau, mais finalement, est-ce que vous avez eu l'occasion de mettre des actions en place ou de pouvoir essayer de réduire finalement l'eau qu'on consomme? Alors oui, des actions nous en avons mis en place. Hein. Le Conseil général participe dans le cadre de l'aide aux communes à pas mal d'actions. La première qui a été mise en place dans la plupart des communes, ça a été de faire à ces communes des schémas, ce qu'on appelle des études, hein, des schémas directeurs, à la fois de l'eau et à la fois de l'assainissement, pour connaître les priorités qu'il y avait à réaliser dans le cadre de la commune sur les réseaux, soit les réseaux d'eau, soit les réseaux d'assainissement. C'est ainsi que, par exemple, sur la région de Roquebrune, on change les stations d'épuration, on les renouvelle, et ça fait partie des grandes actions, parce que ça coûte très cher une station d'épuration, ça fait partie des grandes actions de la commune du moment. On a fait la même chose à Vidauban, à Tarado et aux Arcs. Vous avez le long de l'autoroute la station d'épuration de la commune des Arcs, qui est une très grosse station d'épuration. Alors chaque fois qu'on parle station d'épuration pour des communes comme les Arcs, c'est 5 millions d'euros, hein, il faut le savoir, et c'est réalisable pour une commune grâce à un partenariat financier qui tient à la fois à la région, à l'agence de l'eau et au département, hein, il faut le savoir. On se retrouve comme ça avec sur place des bâtiments pour le traitement des boues de stations d'épuration, qui sont des bâtiments solaires, par exemple de grandes serres comme à Tarado, qui permettent de sécher les boues, de les rendre sèches sous forme de granulés, hein, qui permet ensuite elles sont ensuite évacuées avec des très faibles volumes. Voilà, je peux citer d'autres cas sur l'eau, par exemple. Nous avons une grosse action sur l'eau. La liaison Verdon-Saint-Cassien, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, est une conduite qui va faire 70 km de long pour venir jusqu'au Muy, et qui fera 30 km du Muy jusqu'à Sainte-Maxime pour abreuver donc le golfe de Saint-Tropez. Merci Monsieur Tapoul. Je pense que nous avons une autre question d'Internet. Oui, pour une question pour Monsieur Gilliot. Vous êtes engagé dans une campagne de réduction d'eau à travers votre entreprise. Est-ce que vous connaissez d'autres entreprises sur le département qui suivent la même démarche que vous ? À travers mon fournisseur, le fournisseur donc de mon recyclage, il y a 2 entreprises que je connais qui sont une à Toulon et l'autre, je crois aux alentours de Toulon aussi. Il y en a 2 qui sont par là-bas, qui ont le même système que le mien. Et tant qu'on n'est pas obligé, il faut quand même être clair. Aujourd'hui, le recyclage d'eau, on va parler avec quelques chiffres. Le recyclage d'eau m'a coûté 46 000 euros donc d'investissement. 46 000 euros, c'est énormément d'argent. C'est sûr que si je n'avais pas eu cette obligation en toute franchise, je ne pense pas que je l'aurais fait, parce qu'avant de payer une facture d'eau de 46 000 euros, j'en ai pour quelques années. Donc c'est une obligation, mais il en va peut-être de la pérennité de notre métier. À l'inverse, bon, c'est une charge qu'on va étaler sur plusieurs années. Donc aujourd'hui, la situation française est comme ça.
En Allemagne, c'est une obligation. Donc on verra bien s'il y a des obligations européennes qui le seront, mais pour le bien-être de tous, peut-être que ce sera nécessaire à l'avenir. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je remercie aussi le public puisque nous arrivons à la fin de ce débat. Je vais donc vous demander de conclure par quelques mots donc, le débat que nous venons de... Merci. Peut-être commencer par Madame Leto. Ah, vous voulez une conclusion? Oui, vous pouvez faire une petite conclusion. Bon, alors, moi je pense que la préservation des ressources en eau, c'est l'affaire de tous, particuliers comme collectivités. Et je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, la municipalité est une locomotive en matière d'initiative et d'équipement. Tout cela devrait donc être un moteur pour d'autres collectivités, parce qu'on bénéficie quand même de subventions qui peuvent aller jusqu'à 80% pendant 2 ans. Tous les investissements donc, qui vont dans le sens de la protection de sa ressource en eau. Autrement dit, il est important pour une commune de valoriser les actions entreprises en matière d'économie, puisqu'il s'agit d'être exemplaires. Et nous, en ce qui nous concerne, eh bien, on essaye d'informer le grand public par des articles dans la presse régionale, par le journal de la commune, nous, ça s'appelle La Tribune, et puis par le site internet aussi de Roquebrune, et lors aussi de réunions publiques ou de conseils de quartier, il est, j'allais dire, toujours à même de prêcher la bonne parole. Donc cette année, nous, ce qu'on va organiser, c'est qu'on va organiser une journée de l'eau à destination du grand public. Ça va se passer à peu près au mois de juin, des scolaires, avec des stands, des jeux, qui sont donc spécifiquement dédiés au public. Donc, nous, par toutes ces actions, on dit que Roquebrune-sur-Argent confirme donc sa position de commune pilote. Et donc, on peut répondre dans ce cadre à l'appel à projet qui s'appelle « Économisons l'eau à la source ». Eh bien, écoutez, merci. Ça ne vous gêne pas. Nous allons maintenant passer pour le mot de conclusion de M. Gilliot. Donc en conclusion, je voulais faire un petit rappel sur ce qu'on avait dit. Donc c'est vrai que si même aujourd'hui, laver son véhicule, quel qu'il soit, scooter, moto, voiture, c'est pas quelque chose de vital et de primordial par rapport à le fait que quand on a soif, on a envie de boire de l'eau potable. Mais tout le monde le fait à un moment ou à un autre, hein, quand on a un véhicule. L'important, c'est de retenir que la pluie ne lave pas votre véhicule, hein, que je me répète, mais c'est vrai que c'est important, on ne s'en rend pas compte. Que les résidus polluants, nous, sont traités dans nos stations. Je dis nos stations comme tous les professionnels du lavage. Pensez-y, voilà. C'est peut-être quelque chose d'aussi simple que ça, parce que nous traitons les déchets. Et le geste écologique, il est peut-être là aussi. Merci de votre attention. Merci à vous. Monsieur Tapoul. Oui, bon, moi je voudrais vous dire une chose, c'est que par rapport à 1950, les années 50, la population de la Terre a quasiment triplé. Les ressources en eau, on a de la chance. Vous êtes dans un pays où vous pouvez les consommer facilement, sans rien. Vous seriez en Afrique, il faut 5 litres d'eau pour pouvoir survivre. Vous avez la chance, vous avez de l'eau et elle est potable. Vous l'avez sous vos pieds, on ne va pas la chercher bien loin. Donc il faut savoir ce que l'on a et il faut savoir l'économiser et il faut savoir le protéger. Donc il ne faut pas avoir peur d'économiser lorsqu'on a un jardin. Il ne faut pas avoir peur de dire à ses parents la plus belle des saisons en Provence, c'est le printemps et c'est le mois d'octobre. Le reste du temps, eh ben, c'est l'hiver en Provence parce qu'il fait trop de soleil, il n'y a pas de fleurs. Et on n'a pas besoin d'arroser, c'est du maquis. Il faut revenir à des choses 100% naturelles. Vous le voyez, pour les stades, on est passé à des stades qui sont en pelouse synthétique, la plupart du temps. Eh bien, il faut faire pareil, il faut restreindre nos consommations parce qu'on en aura besoin plus tard et il faut absolument qu'on arrive à avoir une gestion raisonnée de la ressource. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je me tourne maintenant vers le public puisque le débat est arrivé à sa fin. Je remercie le public et nos intervenants. Je remercie aussi l'association MOD, l'équipe technique de MOD, les éco-délégués du Val d'Argence. Je vous donne rendez-vous à 15h30 pour le dernier débat de nos 2 journées filmées locales, pensée globale, qui aura pour thème l'habitat éco-responsable. Merci.